Bonjour à tous, dans cette partie de vidéo sur les vecteurs, nous abordons ce qu'on appelle les opérateurs différentiels du premier ordre. Alors, on va parler gradient, divergent et rotationnel, et cette vidéo est dédiée aux gradients. Mais voyons un petit peu ce que représente la notion de champ, d'abord, et ensuite d'opérateur. Alors, on imagine en fait que l'on est par exemple dans l'espace physique de 3 dimensions avec donc tout un espace de points M de coordonnées x, y, z. Et nous avons deux types de champs que l'on peut définir. Alors, qu'est-ce que c'est que ces champs? Eh bien, il peut y avoir un champ scalaire, c'est-à-dire un champ de valeur, tel qu'en tout point de l'espace, nous ayons la possibilité de calculer une valeur avec l'aide d'une fonction f qui utilise les coordonnées de notre point pour renvoyer par une formule donnée un résultat. Alors, en fonction de l'emplacement du point M, ce résultat sera plus ou moins élevé. Et donc, je représente ici par des croix plus ou moins grandes le fait que la valeur de la fonction soit plus ou moins élevée. Alors, je triche un petit peu d'ailleurs, puisqu'ici, on a la visualisation d'une tranche dans un certain plan de l'espace de ce que ça pourrait donner, mais on imagine qu'en fait, l'espace de dimension 3 pourrait être rempli de valeurs. Alors, à quoi ça peut nous servir? Eh bien, pour bien visualiser ce genre de choses et de situations, on peut penser à l'atmosphère qui nous entoure. Atmosphère qui est composée d'une infinité de points, chacun ayant ses propres coordonnées, mais aussi en lesquels et en chacun desquels il se trouve une température. Donc imaginons que la fonction f soit une modélisation possible du calcul de la température en n'importe quel point en ayant les coordonnées de ce point. Donc bien entendu, il ne s'agit pas de la réalité à strictement parler, lorsqu'on veut utiliser un champ, mais il s'agit d'une modélisation de la réalité. Et donc, à partir des coordonnées x, y, z d'un point, on imagine qu'il y a une fonction f unique et valable dans toute une portion de l'atmosphère qui soit capable de nous calculer la température en ce point. Donc ça, c'est la notion de champ scalaire. Il existe aussi des champs vectoriels, représentés donc par des vecteurs. Alors si on est en dimension 3, les vecteurs ont 3 coordonnées qui chacune sont des fonctions des 3 variables x, y, z. Donc nous avons affaire à 3 fonctions de 3 variables. Alors, si on ne peut plus parler de température à ce stade-là dans l'atmosphère, on peut quand même conserver l'idée de l'atmosphère, mais cette fois-ci, en chaque point se trouve une flèche, c'est-à-dire un vecteur v de m, dont les coordonnées sont calculées, chacune d'elles à partir des coordonnées du point M. Donc on peut aisément imaginer qu'en chaque point de l'atmosphère, il y a un vecteur vitesse du vent. Et évidemment, suivant l'endroit où on se trouve, le vecteur vitesse du vent est différent. Donc cette représentation graphique vous montre que, oui, effectivement, on peut modéliser les choses comme ça. Alors bien entendu, la notion de champ est extrêmement importante dans une foule de domaines d'application, à commencer par la météorologie si on veut parler de l'atmosphère. Alors, les champs étant définis, les fonctions f à gauche ou pqr à droite étant définies, modélisant telle ou telle grandeur physique, on peut faire des choses pour étudier ces fonctions. Et s'agissant de fonctions de 2 ou plusieurs variables, on se doute bien que la notion simple de dérivée va être insuffisante. Donc nous aurons affaire à ce qu'on appelle des opérateurs différentiels, qui, comme je le disais au début de la vidéo, seront le gradient, le divergent et le rotationnel, en tout cas pour ce qui est des opérateurs du premier ordre. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au gradient, et donc nous allons définir très clairement ce qu'est le gradient, à commencer, je reste encore sur cette diapo, par le fait que le gradient va s'occuper d'un champ scalaire et va le transformer en champ vectoriel. On va voir comment, on va voir aussi pourquoi. Le gradient se définit de cette façon. Alors, je vous présente ce triangle renversé avec une flèche au-dessus qui s'appelle l'opérateur nabla et qui est représenté plus spécifiquement en dimension 3. On peut être dans d'autres dimensions, bien sûr,
par cette chose-là. D rond sur D rond X, D rond sur D rond Y, D rond sur D rond Z, le tout dans quelque chose qui ressemble à un vecteur. D'où la flèche au-dessus du triangle. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord qu'un opérateur? En mathématiques, c'est un donneur d'ordre. Vous connaissez déjà l'opérateur somme avec la lettre sigma majuscule et l'opérateur produit avec la lettre pi majuscule. L'opérateur somme, par exemple, vous dit « faites la somme de ». Il donne un ordre. La somme de quoi? Eh bien, tout dépend de ce qu'on écrit dans cet opérateur ou à la droite de cet opérateur. La somme de ce qu'on va écrire ensuite. Ici, nous avons affaire à l'opérateur nabla qui va s'appliquer à ce qu'on lui donne. Et ici, on va lui donner la fonction f. Alors, imaginons toujours les températures dans l'atmosphère. L'opérateur lui-même n'est pas un résultat. Donc, il vous dit, vous allez dériver. Dériver par rapport aux différentes variables de la fonction. Dériver quoi? Dériver la fonction. Et il nous dit non seulement vous allez dériver, mais en plus, vous allez vous organiser comme, ou plutôt à la manière d'un vecteur. Donc, nabla f, ça signifie le vecteur qui est constitué des dérivées partielles de la fonction par rapport à ces variables. Prenons un exemple. J'ai une fonction de 3 variables ici, d'expression x carré y sur z. La dérivée partielle de cette fonction par rapport à x vaut 2x y sur z. La dérivée partielle par rapport à y vaut x carré sur z. Et la dérivée par rapport à z vaut x carré y sur z carré avec un joli signe moins au départ. Donc le gradient de cette fonction, c'est le vecteur qui contient ces 3 coordonnées-là, les 3 dérivées partielles par rapport aux 3 variables. Bon, alors, donc ça existe, ça se forme de cette façon, et bien sûr, nous allons voir dans un exemple un petit peu plus pratique ce que ça veut dire. Donc, prenons justement un champ de température dans l'atmosphère qui, dans un certain intervalle de x, de y et de z, à partir de la formule que je suis en train de donner, nous calcule d'une manière assez efficace les températures partout, dans cette portion d'atmosphère. On place les coordonnées x, y et z d'un point de l'atmosphère en kilomètres, et cette formule, à la sortie, nous donne une température en Kelvin. Ok, prenons ça et calculons le gradient de cette fonction. Alors, le gradient de cette fonction donc, implique de dériver par rapport à x, à y et à z cette fonction. Alors, je précise tout de suite, pour ceux qui auraient un petit peu de mal pour dériver ln de xy, que ln de xy, ça n'est rien d'autre que lnx plus lny. Donc, la dérivée par rapport à x vaut 1 sur x, et la dérivée par rapport à y vaut 1 sur y. Voilà, quant à la division par z plus 1, elle nous dira que la dérivée vaudra eh bien, 300 lnxy vu comme une constante, avec un signe moins devant, divisé par z plus 1 carré. Bref, 1 sur u se dérive en moins u' sur u carré. Donc le gradient de f, en mettant 300 en facteur, va nous donner ce vecteur-là. 1 sur x pour la dérivée de lnxy, et on retrouve bien sûr z plus 1 au dénominateur. Pour la deuxième coordonnée, idem, mais avec y. Et pour la troisième coordonnée, ce que je vous disais sur z. Plus important, parce que les dérivées partielles, vous pouvez vous entraîner par vous-même de votre côté, plus important, c'est la suite. Que veut dire tout ça? D'abord, f de m calcule des températures. Bon, intéressons-nous à un point dans l'atmosphère. X égale 2 km, Y égale 2 km. Nous avons des coordonnées, on va dire, horizontales. On est sur une zone où la courbure de la Terre ne se fait pas trop sentir, donc on peut raisonner sur le rectangle, on va dire. Et puis, altitude 1 km, Z égale 1. Très bien. Quelle est la température en ce point? Eh bien, f de m nous la calcule. 300 fois ln de 6 divisé par 2. Ça veut dire 268,8 Kelvin. En ce point-là, il fait un peu moins de 0 degrés Celsius, puisque 273,15 degrés Kelvin représente 0 degrés Celsius. Donc voilà, on est entre moins 4 et moins 5 degrés Celsius. Bon, très bien. Maintenant, le gradient. Effectivement, en donnant des valeurs à x, y et z, on peut calculer les coordonnées du vecteur gradient. Ne nous en privons pas. Le vecteur gradient a pour coordonnées en A, 50, 75 et moins 75 ln6.
qui vaut autour de moins 100, mais bon, peu importe. Bien, alors, que signifie chaque coordonnée du vecteur gradient? D'abord, chaque coordonnée. Pour obtenir les coordonnées du vecteur gradient, nous avons calculé des d rond f sur d rond une variable. Or, lorsque l'on dérive, l'équation aux dimensions suit, c'est-à-dire que d rond f sur d rond x a la même unité que f sur x. Donc, des kelvins par kilomètre. Ça signifie quoi? C'est que, et je l'ai bien écrit ici, augmentation de température en A, nous avons ici des taux d'augmentation de température qui nous dit, si à partir du point A, vous vous déplacez d'1 km suivant la direction X, alors votre température augmente de 50 Kelvin. Ce qui est bien sûr complètement irréaliste si on se déplaçait d'1 km. Donc attention. Mais le gradient est formé sur des dérivés. Donc les valeurs présentes dans le gradient sont valables très localement, sur des distances qui peuvent être considérées comme infinitésimales. Alors, ça veut dire que une variation en X de 50 Kelvin par kilomètre, qui n'est pas très réaliste, pourrait éventuellement être représentée plutôt par une variation de 50 millikelvin par mètre. Alors, la deuxième coordonnée nous dit que si on se déplace d'1 mètre suivant la direction Y, donc dans la direction et dans le sens de l'axe Y, bien sûr, la température va augmenter de 75 millikelvin. Et si on se déplace dans la direction de Z en se déplaçant vers le haut, eh bien j'ai un signe moins qui me montre que la température va légèrement diminuer de moins 75 ln6 millikelvin. Alors, le fait que cette équation de départ, donc la formule de F soit réaliste ou pas, n'a pas une grande importance ici. Ce qui est important, c'est de savoir interpréter les résultats. Alors, la norme du vecteur gradient maintenant. Si je calcule la norme de ce vecteur, eh bien, j'ai un résultat qui est dans la même unité que chacune des coordonnées du vecteur. Et je trouve ici 161,8 Kelvin par kilomètre. Donc quelque chose qui est supérieur à chacune des trois coordonnées en valeur absolue. Ce vecteur gradient, il est donc là pour exprimer la façon dont la température varie si on décide de se déplacer par rapport au point de référence. Donc c'est une espèce de, globalement, de taux de variation de la fonction f, donc ici de la température, suivant chaque axe de déplacement, ou suivant un déplacement en suivant le vecteur lui-même. En suivant le vecteur gradient, voilà comment va varier la température. Très bien, alors voyons maintenant un peu plus précisément les choses avec une représentation graphique. En fait, j'ai une fonction de 3 variables. Comment représenter graphiquement une fonction de 3 variables? En fait, c'est une fonction qui possède une valeur partout dans un espace de dimension 3. Donc c'est un petit peu compliqué de représenter ça, et on va se baser sur ce qu'on appelle des surfaces de niveau. Imaginons que je souhaite connaître l'endroit où tous les points de l'atmosphère ont la même température, en fixant une valeur. J'obtiens ce que j'appelle une surface de niveau. Pourquoi? Parce que si je veux fixer f de m à la valeur k, eh bien, j'ai l'équation k égale 300 ln de y sur z plus 1, qui, après une petite manipulation, me dit z égale 300 ln de xy sur k moins 1. Donc z devient une fonction des deux variables x, y, avec un paramètre k. Et une fonction de deux variables, ça commence à être représentable graphiquement. C'est effectivement, sous réserve de continuité bien sûr, une surface de niveau bien lisse, avec une certaine forme dans l'espace de dimension 3. Donc voici ce qu'on appelle aussi une nappe, l'ensemble de tous les points de l'espace où la température est identique et vaut K Kelvin. Imaginons maintenant où pourrait se trouver l'ensemble des points où la température est légèrement inférieure. Appelons cette deuxième température K'. Et évidemment, j'aurai une forme similaire, mais avec K', mettons, inférieur à K. Eh bien, il est clair que 300 ln de xy sur K' moins 1 est supérieur à 300 ln de xy sur K moins 1 si K' est inférieur à K. Alors évidemment, sous réserve que ln de xy soit positif. Mais imaginons qu'on est dans un domaine où ln de xy est effectivement positif, pour ne pas compliquer un petit peu le jeu. Alors, on imagine bien que pour chaque couple xy, la valeur z
avec le coefficient k' va être supérieur à la valeur z calculée avec le coefficient k. Et donc l'intégralité de la nappe k' va se trouver au-dessus de la nappe k sans croisement. Et c'est ce qui se passe en fait réellement dans l'atmosphère, c'est-à-dire que si vous cherchez des points où la température est inférieure, eh bien vous allez trouver des points qui sont tous au-dessus des autres où la température vaut telle valeur. Donc on peut imaginer globalement la représentation de la fonction f comme étant une espèce de millefeuille de nappes qui s'empilent les unes sur les autres, avec des formations successives, puisque la forme de la nappe k' n'est pas exactement la même que la forme de la nappe k. On voit d'ailleurs sur ma représentation graphique que sur la gauche, les deux nappes sont plus proches que sur la droite. Alors, je précise quand même que cette représentation graphique ne sert que d'illustration et ne correspond pas à la réalité de la formule au-dessus de la fonction f. Mais on va dire que c'est la même logique. Alors, les vecteurs gradients eux-mêmes là-dedans, si je prends un point sur ma nappe k', et que je calcule donc le vecteur gradient en ce point, je vais trouver un vecteur qui va s'orienter un petit peu comme ça. Alors, que signifie le disque ou l'ellipse que j'ai tracé? Eh bien, c'est en fait une zone qui se trouve autour de mon point et qui est très petite par rapport à la courbure de ma nappe. Très bien. Avec un deuxième point, je vais trouver un autre vecteur qui n'est pas forcément collinéaire au premier. Et donc, en un troisième point, je vais trouver un troisième vecteur, et ainsi de suite. Donc, on peut imaginer que sur l'infinité des points d'une nappe, je vais avoir une infinité de vecteurs qui vont pouvoir s'accrocher comme ça à la nappe, et que ça, c'est vrai sur n'importe quelle nappe. Donc, le champ de température qui remplit tout l'espace va être transformé par l'opérateur gradient en un champ de vecteurs qui remplissent tout l'espace. Et donc, j'en reviens à ce que je disais au départ, l'opérateur gradient transforme un champ scalaire en un champ vectoriel. Reste à voir maintenant comment sont censés se comporter ces vecteurs gradients et ce qu'ils veulent nous dire dans la direction qu'ils nous montrent chacun individuellement. Première remarque, plus deux surfaces de niveau sont proches et plus la norme du gradient est importante. Vous l'avez remarqué, à gauche, j'ai tracé un vecteur gradient de norme plus importante que le vecteur qui se trouve à droite. Et c'est effectivement fonction de la proximité des nappes. Alors pourquoi? Eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, le vecteur gradient représente, grâce aux dérivées partielles, le taux d'augmentation de température par mètre parcouru. Il est clair que si deux nappes de température différentes sont très proches, eh bien, en se déplaçant d'une nappe en direction de l'autre, la température varie vite. Alors que si deux nappes correspondant à la même différence de température sont plus éloignées, eh bien, en me déplaçant à partir d'un certain point, la température varie plus lentement. Donc le taux de variation de température est inférieur. Le vecteur gradient représentant le taux de variation de la température, il aura une norme inférieure. Deuxième remarque, on dirait que les directions que j'ai imprimées à mes vecteurs gradients suivent un petit peu la courbure de la nappe ou l'inclinaison de la nappe au point où je me trouve. Et effectivement, là aussi, ça n'est pas un hasard. Donc voyons ça dans un deuxième temps. Je conserve ma notion de surface de niveau. Et ce que je veux essayer de montrer sur cette diapo, c'est que chaque vecteur gradient représente une direction orthogonale au plan tangent à la surface d'isotempérature à l'endroit où je me trouve. Alors, lorsque vous avez une surface représentative d'une fonction de deux variables, comme ici en bleu ciel avec k', vous avez en un point donné un plan tangent. On est toujours sous réserve de continuité, de dérivabilité, des questions qu'on ne va pas aborder ici parce qu'elles sont très complexes pour des fonctions de deux ou plusieurs variables. Donc, un plan tangent existe et je le représente justement par ce petit ovale ici. Cet ovale représente, en dimension infinitésimale bien sûr, quelque chose qui est strictement plat autour de mon point et qui est sur la surface de la nappe k'. Eh bien, j'affirme que mon vecteur gradient, où que je me trouve, est orthogonal à ce plan. C'est vrai ici, c'est vrai à cet endroit, c'est vrai à cet endroit, et ainsi de suite. Donc, par exemple, en un point qui est complètement à droite ici, je devrais représenter un vecteur qui est plutôt incliné de cette façon-là.
Alors, prouvons-le. Je vais nommer A le point où j'ai envie de me placer, et je vais envisager un déplacement infinitésimal vers un autre point A', mais en restant sur ma surface d'iso valeur de f. Donc je reste sur ma nappe en me déplaçant de manière infinitésimale. Pour y voir quelque chose, je vais représenter un vecteur qu'on arrive à voir quand même. Ce vecteur dA est mon déplacement infinitésimal, et vous pouvez imaginer le point A' au bout de la flèche. Bon, eh bien je vais montrer que quel que soit dA, j'aurais pu le représenter en reculant, ou plutôt en avançant, ou en allant plutôt vers la gauche. Quel que soit le vecteur, il est orthogonal au vecteur gradient. Et comment est-ce que je vais le montrer? En calculant le produit scalaire entre gradient de f et dA. Donc, gradient de f en A scalaire AA', qu'est-ce que c'est? Le gradient de f, c'est le vecteur qui contient les dérivées partielles de la fonction, alors que le vecteur AA' contient pour coordonnées dx, dy, dz. Donc le produit scalaire n'est autre que d rond f sur d rond x dx, plus d rond f sur d rond y dy, plus d rond f sur d rond z dz. Mais on peut le voir dans l'étude des fonctions à plusieurs variables. Cette somme-là n'est rien d'autre que df. C'est la façon que l'on a de calculer la variation infinitésimale de la fonction, provoquée par des variations infinitésimales de ces variables, et à l'aide des coefficients qui sont les dérivées partielles. Très bien. Or, je me suis déplacé sur ma surface d'iso valeur de f. Donc, entre A et A', la valeur de f n'a pas changé. Donc, df vaut 0. Donc, je viens de montrer que gradient de f scalaire A' vaut 0. Donc, effectivement, le vecteur gradient est orthogonal au plan tangent à ma surface d'iso valeur de f. Finalement, qu'est-ce que j'ai sur ce vecteur gradient et qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, le vecteur gradient, dans sa norme, nous dit quel est le taux de variation de la fonction par unité de déplacement ici, puisque mes variables sont des variables de distance, x, y, z. Donc c'est le taux de variation de ma fonction. Et l'orientation de mon vecteur me dit de quelle façon il faut se déplacer pour que le taux de variation de la fonction soit maximal. Effectivement, on le comprend physiquement, si à partir d'un point donné, vous voulez vous déplacer pour que la température augmente le plus possible, eh bien, il faut s'éloigner le plus vite possible de la surface d'isotempérature K'. Et comment s'en éloigner le plus rapidement possible? En partant orthogonalement à cette surface, et non pas en essayant de la longer avec un certain angle. Il faut avoir un angle de 90 degrés par rapport à la surface. Donc le vecteur gradient veut nous dire ça. Voilà, et on aura l'occasion, avec quelques exercices bien sûr, de comprendre encore mieux physiquement la représentation du vecteur gradient. Alors, on a pris une fonction de 3 variables au départ qui se représente par un millefeuille de nappe. Regardons un petit peu ce que le gradient veut nous dire en dimension 2, c'est-à-dire avec une fonction de 2 variables. Donc, je prends une fonction f de m égale x carré moins y au cube. Alors, cette fois-ci, la représentation graphique de cette fonction, c'est une seule nappe dans un espace de dimension 3. Ça va ressembler à ça pour cette fonction. Alors, les axes horizontaux rouge et vert sont les axes de x et de y. D'accord? Donc, en vert, l'axe des x, en rouge, l'axe des y. Ou le contraire. En vert, l'axe des y, en rouge, l'axe des x, pardon. Et en bleu, verticalement, l'axe des z qui représente mes valeurs f de m. Mais je n'ai qu'une nappe cette fois-ci, je n'ai pas une infinité de nappes qui s'empilent les unes sur les autres. Alors, bien entendu, ce qui sera beaucoup plus simple pour nous, c'est de faire une représentation en 2D de ce qu'on a ici sous les yeux. Alors, on va voir justement la notion de ligne de niveau. Si vous voulez savoir à quel endroit de l'espace f de m est constante et vaut une certaine valeur, k, eh bien, on est reparti sur ce qu'on faisait avant, mais cette fois-ci, k égale x au carré moins y cube me donne tout simplement une relation de y en fonction de x. Cette fois-ci, j'obtiens y égale x carré moins k, le tout puissance 1 tiers, donc y est une fonction d'une variable. Et donc, je n'ai plus des surfaces de niveau comme précédemment, mais j'ai une fonction qui peut être représentée par des lignes de niveau au niveau k. Donc une infinité de lignes, mais dans un plan xy.
Donc on aura avantage à représenter ce genre de choses à partir d'une fonction de 2 variables, où j'ai représenté donc 3 lignes de niveau parmi l'infinité de lignes existantes. Donc ici, l'axe horizontal est l'axe des x, l'axe vertical est l'axe des y, et j'ai, si vous préférez, une vue de dessus de ce que je vois à gauche. Alors avec des exemples en particulier pour k égale moins 1, donc on a y égale x carré plus 1, le tout puissance 1 tiers. Alors c'est ce qu'on verrait à la hauteur moins 1 sur le graphique de gauche, en coupe, et donc en cherchant la forme de la courbe pour y égale moins 1, pour z égale moins 1. Donc on obtient par vue de dessus la courbe verte. Si maintenant j'impose k égale 2, je vais trouver la courbe en bleu sur mon graphique de droite. Avec k égale 2 ici, j'observe que j'aurai une coupe effectivement qui a cette forme-là, vue de dessus. Et la courbe violette représente ce qu'on obtiendrait pour k égale 8, donc on est plus haut, et on voit qu'il y a effectivement un évasement de notre nappe qui représente ici donc l'évasement de la courbe. Très bien, parfait. Alors on va pouvoir parler maintenant du gradient sur cette représentation graphique plus facilement que sur la représentation en 3D. Le gradient de f contient deux coordonnées, hein, puisque j'ai une fonction au départ de 2 variables. La première, c'est la dérivée de f par rapport à x, 2x, et la deuxième par rapport à y, donc moins 3y carré. Il se trouve que le gradient de f, à nouveau, va posséder une propriété d'orthogonalité, mais cette fois-ci par rapport aux lignes de niveau. Par exemple, si je me place en ce point, le vecteur gradient va être un vecteur orthogonal à la ligne de niveau verte, et de cette façon-là. Alors, il va aller dans ce sens et pas dans l'autre sens. Effectivement, il peut y avoir deux façons d'être orthogonal à cette ligne de niveau, mais le vecteur gradient pointe toujours vers l'augmentation de valeur de la fonction. Or, on vient de le voir avec nos 3 lignes de niveau, k égale moins 1, 2 ou 8, ça augmente en se déplaçant vers le bas et la gauche quand on est à cet endroit-là. Ça augmente avec quel taux? Un taux donné par les coordonnées du vecteur gradient. Alors je précise qu'avec ma flèche, je ne suis pas à l'échelle par rapport aux valeurs x, y que j'ai choisies pour mon point de départ. C'est-à-dire que j'ai x qui vaut moins 3,5 par exemple à peu près, et y qui vaut 2,3. Si j'applique ça aux coordonnées du vecteur, je devrais avoir un vecteur plus grand que ça en termes de coordonnées moins 3y carré. Mais on ne le verrait pas sur la diapo, donc voilà, j'ai décidé de tricher un peu sur mes échelles. Mais voilà, ce qui est important ici, c'est que je représente bien la bonne direction du vecteur et l'orthogonalité par rapport à la ligne de niveau. Alors on pourrait évidemment faire la même chose partout, sur l'infinité des points d'une ligne de niveau, et faire ça sur une autre ligne de niveau, et ainsi de suite. Et avec le même principe que précédemment dans l'exemple de l'atmosphère, donc ici, plus deux lignes de niveau sont proches, et plus la norme du gradient est importante. Effectivement, si en se déplaçant à partir d'un point, on passe très vite à une ligne de niveau d'une valeur de fonction plus forte, eh bien ça veut dire que le taux de variation de la fonction est très important. Donc bien entendu, ce vecteur-là, par exemple, a une norme importante, alors que celui-là a une norme beaucoup plus faible, parce qu'il faut parcourir plus de distance pour atteindre une ligne de niveau de 3 unités supérieures, alors qu'ici, il fallait parcourir une toute petite distance. Voilà, donc les vecteurs gradients sont là pour nous donner ces orthogonales. Alors, petite remarque aussi, encore une fois, on sait, hein, depuis qu'on connaît le produit scalaire, trouver des vecteurs orthogonaux à des vecteurs donnés. Comment trouver un vecteur tangent à une ligne de niveau? Eh bien, en choisissant un vecteur orthogonal au vecteur gradient. Et comment choisir un vecteur orthogonal à 2x moins 3y carré? Eh bien, en prenant le vecteur 3y carré 2x. Donc celui-là nous donnerait un vecteur tangent à la ligne de niveau à quel endroit que l'on puisse se trouver. Voilà pour cette présentation du gradient. On se retrouvera prochainement pour une vidéo d'exercice. Merci et à bientôt.